Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Nous vous proposons cette semaine une édition entièrement consacrée à l'esclavage. 400 ans après l'arrivée des premiers hommes enchaînés africains sur le sol américain, que reste-t-il de ce pan de l'histoire, de la fracture aussi de cette société américaine difficilement réconciliable, alors que la notion d'esclave, un temps oublié, a refait surface ces dernières années? Bienvenue dans cette émission spéciale. Il est selon la définition du Larousse la condition d'un individu privé de sa liberté, le fait aussi d'être contraint d'exercer les fonctions les plus pénibles sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. L'esclavage a longtemps été dans les consciences un terme renvoyant au passé. Il faut effectivement remonter 400 ans en arrière à 1619 pour faire connaissance avec les premiers hommes enchaînés venus d'Afrique. Nous sommes à l'époque de l'installation des premiers colons britanniques en Virginie. Le commerce triangulaire est déjà pratiqué par les Portugais, les Espagnols, les Français et les Néerlandais. Mais l'arrivée de ces captifs outre-Atlantique va marquer, vous allez le voir, le début d'un phénomène qui va très vite s'installer. Adèle Gastel et Florence Gaillard. En 1619, le navire corsaire White Lion accoste sur les rives de Virginie avec à son bord une vingtaine de captifs. Des hommes et des femmes achetés en Angola par des Portugais, puis interceptés en mer par des pirates anglais. À leur arrivée, ils sont échangés contre du bétail. Au début, le phénomène est marginal. Les esclaves travaillent avec les Amérindiens et les Européens dans les plantations de tabac, de coton et de riz. Mais bientôt, les propriétaires voient l'avantage de cette main-d'œuvre corvéable à merci. En 1661, un statut est promulgué interdisant tout mariage interracial. Au XVIIIe siècle, des centaines de milliers d'Africains sont déportés vers les futurs États-Unis. Ils donneront naissance à des millions d'esclaves, principalement exploités dans le sud du pays. La déclaration d'indépendance de 1776 ne les libère pas de leurs chaînes. 8 des 12 premiers présidents américains possèdent des esclaves. Pourtant, le mouvement abolitionniste grandit dans le nord industrialisé et la traite transatlantique est interdite en 1808. En 1860, l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence met le feu aux poudres. Les États du Sud font sécession et la guerre civile commence. Après 5 ans de combat, les confédérés doivent plier devant l'Union. Le 13e amendement de la Constitution impose la fin de l'esclavage. Commence alors pour les affranchis et leurs descendants une nouvelle ère, celle de la ségrégation. Et oui, la ségrégation qui va en quelque sorte prendre le relais. On en parle avec notre invitée Maboula Soumaoro. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes civilisationniste, maîtresse de conférences à l'Université de Tours, auteur de ce dernier ouvrage, Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire, à paraître en février prochain aux éditions La Découverte. À la fin de la guerre de sécession, on est alors en pleine période de reconstruction et on assiste au début de la ségrégation raciale. On le voyait à l'instant dans le sujet, les anciens États sudistes qui mettent alors en place des lois pour essayer de contourner les 13e, les 14e, les 15e amendements à la Constitution. Pour une partie de l'Amérique, il est alors hors de question de laisser ces droits aux hommes noirs. C'est une question de couleur à la base. Exactement, mais je pense que ça revient aux enjeux de la guerre de sécession elle-même, qui était liée à la question de l'esclavage, mais aussi c'était une question éminemment politique, puisque la question était, est-ce que le Washington DC, est-ce que le gouvernement fédéral a le droit d'imposer l'abolition aux États du Sud? C'est-à-dire, quelle est la force, quelle est la puissance du gouvernement fédéral sur les États individuels? Ensuite, comme vous l'avez mentionné, à la fin de la guerre de sécession et à la victoire de l'Union, ce qu'on appelle les États-Unis, sur les États confédérés, il y a quand même une période qui dure 10 ans à peu près, qui s'appelle la reconstruction, au cours de laquelle les anciens esclaves ont pu obtenir des droits. Et vous l'avez dit, le 13e, 14e et 15e amendement, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, la citoyenneté et le droit de vote pour les hommes afro-américains. Donc pendant 10 ans, on a une sorte d'attention portée par le gouvernement fédéral qui occupe militairement les anciens territoires confédérés et qui s'assure de
du respect des nouvelles lois fondées. À partir de 1877, il y a un retrait des troupes militaires fédérales, il y a un manque d'intérêt et un manque de présence du gouvernement fédéral, et c'est à partir de ce moment-là que vont se mettre en place les lois ségrégationnistes par lesquelles les États du Sud vont essayer de grappiller toutes les avancées qui avaient eu lieu pendant ces 10 années qui ont suivi la guerre de sécession. Ce fameux rétro-pédalage, Oui. comme on dit. Libérer les esclaves de leur chaîne, l'abolition, ça a évidemment été une avancée, mais insuffisante. La transition, elle a été difficile, longue et difficile même. Oui, puisque, mettre un terme à l'institution de l'esclavage n'a pas répondu à la question plus large qui était que faire de cette nouvelle société, comment distribuer les richesses, mais surtout comment faire pour insérer ces anciens esclaves dans ces nouvelles sociétés sudistes sur la base de l'égalité. Voilà, le partage des terres, par exemple, et ça a été c'est la grande question. Justement, parmi les autres images évocatrices de cette période figurent aussi ces champs à perte de vue, exploitation de coton ou de canne à sucre, où les esclaves subissaient le fouet en cas de mauvaise conduite. Ces terres où évoluent aujourd'hui certains des descendants de l'esclavage, comme un pied de nez à l'histoire. Ils sont aujourd'hui eux-mêmes devenus les fermiers. 1 million en 1920, ils ne sont plus que 45 000 toutefois aujourd'hui. Les fermiers noirs des États-Unis qui rencontrent de nombreuses difficultés. En Virginie, un homme se bat justement depuis les années 90 pour aider ces agriculteurs de couleur. Voyez un peu ce reportage de notre correspondante Fanny Allard. Comme son père et son grand-père avant lui, John Boyd est agriculteur et descendant d'esclaves. Ses champs sont à Baskerville, dans le sud de la Virginie. Au temps de l'esclavage, c'est ici qu'on cultivait le coton. John, lui, vit de la culture du soja. Ça a toujours été plus difficile pour moi que pour un blanc. Quand je vendais mes graines dans la région, j'étais payé moins parce que je suis un fermier afro-américain. L'agriculture est une industrie blanche. Le ministère de l'Agriculture lui a toujours refusé le prêt normalement accordé aux jeunes fermiers jusqu'à ce qu'il les attaque en justice et remporte le premier procès de l'histoire contre l'institution pour discrimination. Je ne suis pas un mauvais fermier. Je ne maltraite pas le sol. Mon grand-père disait que si tu prends soin de la terre prendra toujours soin de toi. Ce mythe selon lequel les fermiers noirs seraient des mauvais fermiers n'est rien d'autre qu'un mythe. On n'a jamais été traité de mauvais fermiers quand on était des esclaves. On n'a jamais été traité de mauvais fermiers quand on était des métayers. On a été traité de mauvais fermiers quand on est devenu libre. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, les Noirs se sont retrouvés sans ressources. Beaucoup sont donc restés dans les fermes de leurs anciens maîtres en devenant des métayers. Autrement dit, ils cultivaient la terre en échange du partage des récoltes. Aujourd'hui, à peine plus d'1% des fermiers américains sont noirs. C'est pour les défendre que John a monté une association et porté le combat jusqu'à Washington. À cause des difficultés qu'ont rencontrées les fermiers comme moi, nos enfants disent « je ne veux pas faire ça ». Regarde comme on a traité mon père. Nous sommes supposés être des fermiers libres et indépendants. Mais nous n'avons jamais dépassé ce qui s'est passé ici, aux États-Unis. 400 ans après le début de l'esclavage, l'esprit du vieux Sud-américain semble ne pas avoir complètement disparu. Mamoulou Soumaoro, on vient de voir ce sujet, ils sont toujours bien ancrés, ces vieux réflexes ségrégationnistes. Je pense que ces vieux réflexes sont bien ancrés parce qu'ils constituent une continuité. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'au passage du 13e amendement, les mentalités auraient changé, que l'organisation économique, socio-économique des sociétés impactées aurait changé. C'est pas possible. Quand on pense à la guerre de sécession, par exemple, il faut vraiment penser à cette guerre qui est la plus meurtrière sur le sol américain. Il n'y a jamais eu de guerre qui a causé plus de pertes que cette guerre de sécession. Et surtout, le Sud, enfin les confédérés, ont perdu la guerre. Ils n'ont pas changé d'avis. C'est juste qu'ils ont perdu la guerre. Donc,
que seraient devenus les États-Unis et les États confédérés d'Amérique si la guerre avait été remportée par les États confédérés. Donc c'est vraiment important de penser aux mentalités et surtout de penser aux institutions et aux structures qui existent depuis si longtemps. Et en même temps, l'eau a coulé sous les ponts. On est à plus de 150 ans après l'abolition. Les mentalités n'ont pas évolué ou pas suffisamment rapidement. Il y a la question des mentalités, comme je l'ai dit, la question des structures et des institutions. Donc vous avez, ces décennies d'esclavage. Ensuite, vous avez un répit de 10 ans, la reconstruction. Ensuite, vous avez la ségrégation qui perdure jusqu'aux années 60. Donc en fait, c'est très récent. On en est à 50, peut-être presque 60 ans de déségrégation aux États-Unis, avec des retours en arrière qui sont, qui impactent toutes les sphères. Là, vous avez donné l'exemple des agriculteurs. On pourrait parler de l'école. On pourrait parler des systèmes de santé. Voilà, c'est très long. Et surtout, ça met toujours en lumière le rôle primordial que doit jouer le gouvernement fédéral sur ces questions. Moins il est impliqué et moins les choses avancent. Les politiques, justement, il y a un bond en avant qui s'est opéré, c'était en novembre 2008, j'imagine que la date vous évoque quelque chose. Premier président afro-américain élu, ça c'est tout un symbole pour la communauté afro-américaine. Au niveau des imaginaires et de ce qui peut être envisageable, c'est-à-dire l'accès d'un homme d'origine afro-américaine au plus grand poste politique de l'État, oui, ça compte. Au niveau des institutions, non, Barack Obama ne sera pas retenu dans l'histoire comme le président qui aura particulièrement fait avancer la question raciale ou les demandes afro-américaines. Dans le sens inverse, il a un remplaçant, Donald Trump. Est-ce que lui a fait reculer sur ces questions ? Alors, Donald Trump est très largement présenté comme la personne qui vient, on va dire, contrer cet élan qui avait été tout de même, il faut être juste, initié par Barack Obama. Donc, c'est ce qu'on appelle le backlash, c'est le retour en arrière. Il faut revenir... voilà. J'ai l'impression que Donald Trump pourrait être vu comme le système ségrégationniste après la période de la reconstruction. C'est-à-dire qu'après l'esclavage... Ça fait loin en arrière, tout ça. Voilà, vous avez 10 ans où vous avez obtenu des lois, où vous avez obtenu de nouveaux droits, où il y a même eu des élus afro-américains. Et avec la ségrégation, on revient en arrière. Il n'y aura plus d'élus. On va, limiter le droit de vote. Enfin, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'avec Donald Trump, on est un peu dans cet état d'esprit, comme s'il disait la fête est finie. Et c'est des choses qui avaient commencé dès les premières années du mandat de Barack Obama. Avec le Tea Party, par exemple, c'était vraiment des mouvances politiques qui essayaient de retirer toute légitimité à ce premier président afro-américain. Merci beaucoup Maboula Soumaoro d'avoir été notre invité tout au long de cette édition spéciale. Je rappelle votre ouvrage à paraître en février prochain, Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire aux éditions La Découverte. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous pour un nouveau numéro de Cap Amérique. Même heure, même continent. À très vite.